La lèpre du baron Henri de Montaigne se répandait chaque jour, consumant sa peau aristocratique comme un châtiment divin pour l'orgueil d'une vie entière. Confiné dans l'aile oubliée du manoir, abandonné par les médecins et les siens, il n'imaginait pas que le salut viendrait des mains calleuses de la seule personne qu'il avait toujours méprisée. Catherine, l'esclave guérisseuse qui portait dans ses doigts le secret oublié de guérir l'incurable. Quand elle franchit la porte de cette chambre fétide, elle n'apportait pas seulement des herbes, elle apportait une dignité suffisante pour transformer un oppresseur en homme et un moribond en quelqu'un capable d'aimer pour la première fois. Les taches commencèrent à apparaître à l'hiver 1870, lorsque le baron Henri eut 42 ans. Elles étaient petites au début, discrètes, juste un léger blanchiment sur la peau de l'avant-bras gauche, qu'il couvrait avec les manches de sa chemise en lin importé. Henri de Montaigne était un homme d'une présence imposante, héritier de l'une des plus grandes fortunes d'une riche vallée de la région. Le domaine Sainte-Croix de l'Espérance s'étendait sur des lieues de champs ondulants, travaillés par plus de 200 âmes asservies qu'il traitait comme les rouages d'une machine productive, rien de plus. Veuf depuis 3 ans de la baronne Béatrice, morte de fièvre puerpérale, après avoir donné naissance à un enfant mort-né, Henri était devenu encore plus dur, encore plus distant, encore plus cruel. La douleur de la perte, il l'avait transformée en froideur, et la froideur en tyrannie silencieuse. Catherine avait 27 ans lorsque les tâches du baron devinrent impossibles à ignorer. Fille de mère Bénédicte, une guérisseuse morte 10 ans plus tôt sous les châtiments pour avoir pratiqué la sorcellerie, Catherine avait hérité le savoir ancestral des herbes, des prières, des secrets que la médecine des Blancs appelait superstition, mais qui sauvaient des vies dans les quartiers des esclaves. Elle travaillait au manoir, responsable du nettoyage des appartements nobles, invisible comme tous les esclaves l'étaient aux yeux du baron. Henri ne lui avait jamais adressé une seule parole directe en toutes ces années. Pour lui, Catherine n'était qu'une autre ombre, qui passait dans les couloirs, effaçant les traces de sa présence avant même qu'il ne la remarque. Ce fut le docteur Auguste Dubois, médecin de famille venu de la capitale, qui prononça la sentence. Henri se souvenait de chaque détail de cet après-midi d'août, le cabinet improvisé dans la bibliothèque, l'odeur d'éther et de créosote, le silence pesant pendant que le médecin examinait les lésions qui couvraient maintenant les 2 bras et commençaient à monter sur le cou. « Baron, » dit le docteur Auguste, et il y avait une peur véritable dans sa voix. « Je dois être franc avec vous, monsieur. Ces lésions, cette perte de sensibilité, ce schéma de progression. Je crains que ce ne soit la lèpre, la morphée, le mal de Lazare. » Le mot tomba comme du plomb fondu dans l'estomac d'Henri. La lèpre, la maladie des impurs, des maudits, des anathématisés par Dieu, la maladie qui transformait les hommes en monstres, qui faisait pourrir les doigts et les nez, qui condamnait ses victimes à un isolement perpétuel dans des léproseries lointaines, où le monde les oubliait jusqu'à ce que la mort soit miséricordieuse. « Y a-t-il un traitement ?» demanda Henri, et il détesta le tremblement dans sa propre voix. Le docteur Auguste détourna le regard. « Il y a des tentatives. Huile de chaulmeau gras, bain de soufre, cautérisation. Mais je dois être honnête, baron. Je n'ai jamais vu un cas régresser complètement. La progression peut-être. Mais il n'eut pas besoin de terminer. » Henri comprit. Il était condamné. Le médecin continua avec une urgence nerveuse. « Monsieur doit s'isoler immédiatement. Cette maladie est contagieuse. Tous les habitants du manoir courent un risque. Je recommande que monsieur se confine dans une chambre séparée. Personne ne doit le toucher sans protection. Personne ne doit partager ses ustensiles. Et baron. » Hésitation. « Il serait peut-être prudent de faire votre testament, de mettre vos affaires en ordre tant que vous êtes encore lucide et capable. » La nouvelle se répandit dans le domaine comme une traînée de poudre. Le baron était lépreux. L'homme le plus puissant de la vallée, le seigneur des terres et des vies, était marqué par la maladie la plus redoutée de l'époque. Les domestiques du manoir s'enfuirent.
Sur les 16 qui travaillaient dans le grand bâtiment, seuls 3 restèrent, et ce parce qu'ils n'avaient nulle part où aller. Lucien, le régisseur, assuma le contrôle tacite de l'administration, ne rendant visite au baron que lorsque c'était absolument nécessaire, toujours en maintenant une distance de 3 mètres, toujours avec un mouchoir couvrant le nez et la bouche. Les parents qui fréquentaient auparavant le domaine cessèrent de venir. Des lettres de condoléances arrivaient, mais personne ne franchissait le portail. Père Antoine venait une fois par semaine pour la prière et la communion. Mais même l'homme de Dieu hésitait à toucher le calice aux lèvres du malade. Henri fut transféré dans l'aile est du manoir, 3 chambres qui n'avaient pas été utilisées depuis la mort de Béatrice. Une chambre à coucher, une salle de bain et un petit salon qui devint sa prison. Les fenêtres donnaient sur les jardins que Béatrice avait plantés et qui maintenant poussaient à l'état sauvage, envahis par les herbes. Il passait des heures à regarder cette végétation chaotique, y voyant un reflet de sa propre vie en train de s'effondrer. Les taches continuaient de se répandre. Elles couvraient maintenant sa poitrine, son dos, montaient sur son visage. La peau perdait sa sensibilité sur des zones de plus en plus grandes. Il se brûlait sans le sentir, se coupait sans s'en apercevoir. Ses doigts commençaient à se contracter dans des positions étranges. Le miroir qui reflétait auparavant un homme de noble stature et d'expression sévère montrait maintenant quelque chose qu'Henri reconnaissait à peine. Des yeux cernés, une peau tachetée et décamante, des cheveux qui commençaient à tomber par touffes. La solitude était pire que la maladie. Henri n'avait jamais expérimenté la véritable solitude. Il avait toujours été entouré de domestiques, d'administrateurs, de voisins respectueux, de prestataires de services empressés. Maintenant, les jours s'étiraient dans un silence suffocant. Les repas étaient laissés devant la porte. Des vêtements propres apparaissaient une fois par semaine, laissés par des mains invisibles qui fuyaient avant qu'il ne puisse remercier. La nuit, il entendait le domaine poursuivre sa routine sans lui. La cloche appelant au travail, les chants des quartiers des esclaves au crépuscule, le bruit des chevaux, le grincement des charrettes de récolte. La vie continuait, et il en était effacé. Ce fut l'une de ces nuits, 3 mois après le diagnostic, qu'Henri se réveilla avec une forte fièvre et une douleur lancinante dans les lésions. La peau était infectée, rouge et chaude au toucher. Il tenta de se lever et tomba. Il tenta de crier à l'aide et sa voix sortit faible, brisée. Il réussit à se traîner jusqu'à la porte et frappa avec une force décroissante jusqu'à ce que la conscience commence à lui échapper. Ses derniers souvenirs furent un froid intense, des tremblements incontrôlables, la certitude absolue qu'il allait mourir là, seul sur le sol, comme un animal. Puis il entendit la porte s'ouvrir, sentit des mains toucher son front, vérifier son pouls. Une voix féminine, ferme mais douce. « Vous avez une très forte fièvre, je dois vous ramener au lit. » Henri tenta de fixer ses yeux sur la figure qui l'aidait. C'était une femme noire, vêtue de la robe simple des esclaves du manoir. Elle ne portait pas de gants, elle touchait sa peau lépreuse, à main nue. « Non, ne me touchez pas, » murmura Henri. « Vous allez être contaminé. » La femme ignora complètement, passant un bras sous ses épaules et l'aidant à se lever avec une force surprenante. « J'ai déjà touché la lèpre auparavant, monsieur le baron. Ma mère m'a appris que ce n'est pas aussi contagieux que les médecins le disent. Vous avez besoin de soins spécifiques, mais ce n'est pas une condamnation à mort. » Elle le remit au lit avec une efficacité minutieuse. Henri reconnut vaguement ce visage. C'était Catherine, l'esclave qui nettoyait les chambres. « Pourquoi êtes-vous ici ?» Il réussit à demander entre les tremblements. « Parce que personne d'autre n'est là, » répondit-elle avec une simplicité dévastatrice. « Et parce que je sais comment traiter cela. Ma mère a guéri 3 cas de lèpre avant de mourir. Elle m'a tout appris. » Henri voulait protester. Il voulait lui ordonner de partir. Il voulait conserver le peu de dignité qui lui restait. Mais la fièvre consumait ses pensées et la douleur était insupportable. Catherine travailla dans un silence efficace, nettoya les plaies infectées avec de l'eau tiède et quelque chose qui sentait le romarin et le calendula. Elle appliqua des compresses froides sur son front brûlant.
Elle fit boire à Henri un thé amer qu'il ne reconnut pas. « Cela fera baisser la fièvre, » expliqua-t-elle, « et je devrais venir tous les jours pour traiter correctement les lésions. Les bonnes herbes appliquées correctement peuvent retarder la progression. Je peux même faire régresser certaines tâches si elles ne sont pas trop avancées. »« Vous n'êtes qu'une esclave, » dit Henri. Et le mépris dans sa voix était automatique. Dernière défense d'un homme qui avait tout perdu, sauf son orgueil. Que pouvez-vous savoir de la médecine? Catherine arrêta ce qu'elle faisait et le regarda directement dans les yeux. C'était la première fois de sa vie que quelqu'un des quartiers des esclaves le regardait ainsi, sans peur, sans servilité, juste avec une vérité crue. « Je sais assez pour être ici quand tous les hommes libres se sont enfuis, monsieur le baron. Je sais assez pour ne pas avoir de dégoût pour ce que monsieur est devenu. Et je sais assez pour éventuellement le sauver s'il le permet. » Silence pesant. Puis elle ajouta plus doucement, « Mais si monsieur préfère mourir seul et garder son orgueil intact, je peux partir maintenant. Le choix est le vôtre. » Henri ferma les yeux. Orgueil ou vie, autorité ou salut, c'était un choix qui détruisait tout ce qu'il avait été. Mais tandis que la fièvre diminuait sous l'effet du thé de Catherine, tandis que la douleur des plaies s'apaisait avec les compresses, il comprit quelque chose de fondamental. Il n'y avait pas de vrai choix. Il était en train de mourir. La médecine des docteurs avait abandonné, la société l'avait rejeté, sa propre famille lui avait tourné le dos, et elle était là. La femme qu'il n'avait jamais considérée comme pleinement humaine, offrant la seule lueur d'espoir qui lui restait. « Restez, » murmura-t-il finalement. « S'il vous plaît, restez. » Catherine acquiesça. « Je reviendrai demain matin et tous les matins après cela, jusqu'à ce que ce ne soit plus nécessaire. » Elle ramassa ses affaires et se dirigea vers la porte. Avant de sortir, elle se retourna une dernière fois. « Monsieur le baron, une chose doit être claire. Si je dois vous soigner, j'ai besoin que vous m'obéissiez. En ce qui concerne votre guérison, je ne suis pas votre esclave. Je suis votre guérisseuse, et une guérisseuse ne reçoit pas d'ordre d'un patient. Pouvez-vous accepter cela ?» Henri aurait dû être offensé. Il aurait dû exploser de rage. Mais il était trop fatigué, trop malade, trop seul. Il hocha simplement la tête en signe d'accord muet. Catherine sourit pour la première fois. Un petit sourire, triste, mais sincère. « Alors, il y a de l'espoir pour monsieur le baron. Plus d'espoir que vous n'imaginez. » Quand elle ferma la porte, laissant Henri seul à nouveau dans cette chambre qui sentait la maladie et la défaite, il remarqua quelque chose d'extraordinaire. Pour la première fois, en 3 mois de solitude absolue, il ne se sentait pas complètement abandonné. Et, pour la première fois en 3 ans depuis la mort de Béatrice, il sentit quelque chose d'autre que le vide et la colère. Il sentit la moindre lueur d'espoir, non pas l'espoir de guérir, cela semblait encore impossible, mais l'espoir que peut-être, juste peut-être, il ne mourrait pas complètement seul, et à ce moment de fièvre et de vulnérabilité, cela suffisait. Dehors, Catherine retournait au quartier des esclaves sous le ciel étoilé, portant sa sacoche d'herbe, et la compréhension qu'elle venait de changer leurs 2 destins pour toujours. Les jours suivants établirent une routine qui défiait toutes les hiérarchies que le domaine Sainte-Croix de l'Espérance avait connues. Catherine arrivait à l'aube, portant sa sacoche en tissu avec des herbes fraîches cueillies avant le lever du soleil. Elle entrait dans la chambre sans frapper, comme un médecin entre dans une infirmerie. Et Henri apprit à accepter cette inversion des pouvoirs, avec une résignation qui se transformait lentement en quelque chose de différent, quelque chose qu'il ne parvenait pas à nommer. Elle nettoyait les lésions avec des infusions qui brûlaient mais guérissaient, appliquait des cataplasmes de feuilles qu'il n'avait jamais vues. Elle massait les zones de peau morte pour restaurer la circulation. Et pendant qu'elle travaillait, elle parlait, non pas de la manière dont les esclaves parlaient au maître, la tête baissée et la voix chuchotée, mais comme un égal parle à un égal, comme un humain parle à un humain. « Ma mère disait que la lèpre n'est pas un châtiment de Dieu, comme les prêtres le prêchent, » expliqua Catherine un matin, tout en préparant une pâte vert foncé à base de plantes médicinales locales.
C'est juste une maladie comme une autre, causée par un déséquilibre dans le corps, aggravée par la tristesse et la solitude. Monsieur sait quand il a commencé à remarquer les taches? Henri hésita. Il n'était pas habitué à être interrogé, encore moins à répondre honnêtement, mais il y avait quelque chose dans la présence calme de Catherine qui ébranlait ses défenses. Quelques mois après la mort de Béatrice, je pensais que c'était juste des signes de l'âge. Le deuil peut ouvrir des portes aux maladies, dit Catherine, appliquant la pâte sur les lésions de son bras avec des mouvements circulaires fermes. Quand l'âme tombe malade en premier, le corps suit. Ma mère guérissait le corps et l'esprit ensemble. Il ne sert à rien de traiter seulement la peau si le cœur continue de pourrir à l'intérieur. Les mots auraient dû sonner comme une insolence, mais au lieu de cela, ils touchèrent quelque chose de profond en Henri. Pour la première fois, quelqu'un nommait ce qu'il ressentait, que sa maladie avait commencé non pas dans la peau, mais dans la solitude dévastatrice qui le consumait depuis qu'il avait enterré Béatrice et l'enfant qu'il n'avait jamais connu. « Vous aimiez votre femme ?» demanda Catherine. Et la question était si directe, si sans cérémonie, qu'Henri se retrouva à répondre avant de penser « Je ne sais pas, j'ai été élevé pour croire que le mariage était un devoir, pas l'amour. Béatrice était convenable. Bonne famille, bonne éducation, nous avons fait ce qui était attendu. Mais quand elle est morte, vous a-t-elle manqué ?» Long silence, puis, plus honnêtement qu'il ne l'avait été avec quiconque, « J'ai regretté de ne pas avoir essayé de l'aimer quand j'en avais la chance. » Catherine arrêta de travailler et le regarda avec quelque chose qui pourrait être de la compassion. Alors, peut-être que cette maladie est une opportunité, pas une punition. L'opportunité d'apprendre ce que monsieur n'a jamais appris. « Apprendre quoi ?» demanda Henri, sincèrement curieux. « À être un véritable être humain, à ressentir au lieu de seulement commander, à recevoir au lieu de seulement exiger. » Elle retourna au travail, mais ajouta plus doucement « Monsieur est contraint de dépendre de quelqu'un pour la première fois de sa vie. Cela fait plus peur que la lèpre elle-même, n'est-ce pas ?» Henri ne répondit pas, mais tous deux savaient qu'elle avait visé juste. Les semaines passèrent et des changements commencèrent à se produire. Les lésions les plus récentes cessèrent de se répandre. Certaines des taches plus anciennes commencèrent à diminuer sous le traitement constant de Catherine. La sensibilité revint dans de petites zones de peau qu'Henri pensait perdues à jamais. Le docteur Auguste, lors de l'une de ses visites mensuelles de plus en plus brèves, admit avec une surprise mal dissimulée « Je ne sais pas ce que vous faites, baron, mais la progression a définitivement ralenti. C'est inhabituel. » Henri ne mentionna pas Catherine. Il savait que le médecin attribuerait toute amélioration à l'huile de Cholmou gras qu'il avait prescrite, et non aux connaissances d'une guérisseuse esclave que la médecine officielle considérerait comme du charlatanisme. Mais ce n'était pas seulement le corps d'Henri qui changeait, c'était quelque chose de plus profond, de plus fondamental. Il commença à attendre les visites matinales de Catherine, non seulement pour le soulagement physique qu'elle apportait, mais pour la conversation, la présence, la connexion humaine qu'il avait oublié exister. Elle racontait des histoires des quartiers des esclaves, des enfants dont elle s'occupait, en particulier de Joachim, un garçon de 8 ans devenu orphelin lorsque ses parents étaient morts de la fièvre jaune. « Il est trop intelligent pour son propre bien », dit Catherine avec un sourire triste. Il me demande pourquoi les étoiles brillent, d'où vient la pluie, pourquoi certains hommes sont libres et d'autres non. Je n'ai pas de réponse à la dernière question. Henri sentit un poids sur sa poitrine en entendant cela. Il n'avait jamais pensé aux enfants des quartiers des esclaves comme des individus avec des curiosités et des rêves. Ils n'étaient que des existences, des chiffres dans l'inventaire. « Que répondez-vous quand ils vous interrogent sur la liberté ?» Henri s'entendit demander. Catherine l'étudia longuement. « Je réponds qu'un jour peut-être les hommes seront jugés par ce qu'ils font, non par la couleur de leur peau ou le sang qu'ils portent, mais je ne sais pas si je vivrai pour voir ce jour. »« Vous voulez la liberté ?» demanda Henri. Et soudain la question parut immense, chargée d'implications qu'il n'était pas prêt à examiner.
Tout le monde veut la liberté, monsieur le baron, répondit Catherine calmement. La question est de savoir si ceux qui l'ont reconnaissent la valeur de ce qu'ils possèdent. C'est à cette période que Lucien commença à apparaître plus fréquemment. Le régisseur maintenait toujours une distance physique avec Henri, mais ses yeux calculateurs balayaient la chambre, notant chaque détail, surtout la présence constante de Catherine. « Baron, dit-il un après-midi, la voix enrobée d'une fausse inquiétude, ne trouvez-vous pas risqué de permettre à une esclave de passer autant de temps ici? Et si elle était contaminée, nous perdrions un bien précieux. » La façon dont il prononça « bien précieux », comme si Catherine était du bétail ou un outil, fit se retourner quelque chose dans l'estomac d'Henri. « Catherine est ici de son plein gré et parce qu'elle possède des connaissances utiles, » répondit Henri. Et il y avait un nouveau ton dans sa voix, un ton qu'il ne reconnaissait pas complètement lui-même. Elle ne court pas plus de risques que le docteur Auguste ou Père Antoine. Lucien sourit, mais ce n'était pas un sourire agréable. Avec tout le respect que je vous dois, baron, ni le docteur ni le prêtre ne passent des heures seuls dans votre chambre. Les gens commencent à parler. Ils disent que monsieur est, comment dire, excessivement dépendant d'elle. L'insinuation était claire et répugnante. Henri sentit la colère monter, une colère qui autrefois aurait éclaté en violence ou en punition sommaire. Mais quelque chose avait changé. Ce que les gens disent ne m'importe plus, Lucien. Quand on est mourant, on découvre que la réputation est un luxe que l'on ne peut pas se permettre. Catherine reste. Le régisseur inclina la tête dans une fausse acquiescence, mais Henri vit l'éclat dangereux dans ses yeux. Lucien attendait qu'Henri meure pour prendre le contrôle du domaine par des manœuvres légales qu'il était probablement déjà en train d'échafauder. La présence de Catherine et, plus important encore, l'amélioration d'Henri menaçaient ses plans. La nuit suivante, Catherine arriva avec des blessures. Elle tenta de les cacher, mais Henri remarqua la façon dont elle tenait son bras gauche, la tache de sang sur l'épaule de sa robe. « Que s'est-il passé » exigea-t-il, et il y avait une véritable inquiétude dans sa voix. Catherine hésita, mais finit par admettre « Lucien a dit que je négligeais mes autres devoirs en passant trop de temps ici. Il a dit que je devais me souvenir de ma place. » Elle tenta de sourire, mais ce fut un faible effort. « Ce n'est rien. J'ai connu pire. » Henri sentit quelque chose brûler dans sa poitrine. Pas de la fièvre, pas la douleur de la maladie, mais de la fureur. Fureur pour ce qu'on lui avait fait. Fureur pour un système qu'il avait perpétué sans remettre en question. Fureur contre lui-même pour toutes les fois où il avait permis ou ignoré une cruauté similaire. « Cela n'arrivera plus, » dit-il. Et il y avait une promesse d'acier dans sa voix. « Demain, Lucien sera informé que vous êtes officiellement désigné à mes soins exclusifs. Quiconque vous touchera répondra directement à moi. » Catherine le regarda avec une expression qu'Henri ne parvenait pas à déchiffrer complètement. Surprise, méfiance et peut-être, juste peut-être, la moindre lueur d'espoir. « Et quand monsieur ne sera plus là ?» demanda-t-elle doucement. « Qui me protégera ?» Alors, la question le frappa profondément, car tous deux connaissaient la réponse. Personne. Quand Henri mourrait, Catherine redeviendrait une propriété sans valeur, vulnérable à tout caprice ou cruauté. À moins que... « Catherine, » dit Henri, et pour la première fois, il l'appela par son nom, sans l'article possessif. « Si je survis à cela, je vous donnerai votre liberté. Vous avez ma parole. » Elle se figea, ses mains s'arrêtant au milieu du mouvement de préparation d'une compresse. « Baron, ne jouez pas avec ça. Ce n'est pas juste de faire des promesses que... » « Ce n'est pas une blague, » interrompit Henri, « et ce n'est pas de la charité ou de la gratitude, c'est de la justice. Vous êtes en train de me sauver la vie, c'est le moins que je puisse faire. » Des larmes montèrent aux yeux de Catherine, la première fois qu'Henri la voyait proche de pleurer. « Et Joachim » chuchota-t-elle, « le garçon qui interroge les étoiles. Lui aussi, et tout autre enfant de moins de 12 ans sur le domaine. Je les libérerai tous. » C'était une promesse téméraire, une promesse qui défierait tout le système économique et social de l'Empire.
Mais en la faisant, Henri sentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis des années. Une sensation de faire quelque chose de juste, quelque chose qui importait au-delà du profit et du statut. Les mois suivants apportèrent des changements plus profonds. Henri commença à poser des questions sur la vie dans les quartiers des esclaves, sur les conditions, sur les injustices qu'il avait toujours su exister, mais qu'il avait choisi d'ignorer. Catherine répondait avec une honnêteté brutale. Faim chronique, châtiments arbitraires, familles séparées par commodité administrative, enfants grandissant sans espoir d'un avenir différent. Chaque révélation était un coup de poignard dans la conscience d'Henri, mais il se forçait à écouter, à vraiment comprendre le système qu'il avait soutenu sans questionner. « Comment ne me détestez-vous pas ?» demanda-t-il un soir, la voix chargée du poids de tout ce qu'il avait fait, tout ce qu'il avait permis. Catherine réfléchit longuement et attentivement avant de répondre. « Parce que la haine est un luxe que les esclaves ne peuvent pas se permettre, monsieur le baron. La haine consomme une énergie dont nous avons besoin pour survivre. » « Et pourquoi ?» Elle hésita. « Parce que je vois que monsieur essaie de devenir différent. Cela n'efface pas tout le passé, mais cela compte pour quelque chose. Cela compte beaucoup. » Cette nuit-là, après le départ de Catherine, Henri regarda ses mains tachées par la lèpre et y vit non seulement la maladie, mais le symbole de tout ce qui n'allait pas dans sa vie. Il avait utilisé ses mains pour signer des documents d'achat et de vente d'êtres humains, pour recevoir des profits bâtis sur la souffrance, pour maintenir un système d'oppression. La lèpre était en train de détruire cette peau tachée de péché. Peut-être, pensa-t-il, s'il survivait, pourrait-il renaître avec une nouvelle peau, non seulement dans le corps, mais dans l'âme. L'amélioration se poursuivait, lente mais indéniable. Certains matins, Henri se réveillait et parvenait à bouger des doigts qui avaient été contractés. Des zones de peau retrouvaient leur sensibilité. Le miroir montrait toujours un homme marqué, mais plus un monstre. Et plus important, il montrait un homme dont les yeux avaient changé. Ce n'étaient plus les yeux froids et distants du baron qu'il avait été. C'étaient les yeux de quelqu'un qui avait affronté la mort, la solitude et ses propres failles, et qui avait choisi de changer. Catherine remarquait aussi ces changements. La façon dont Henri la remerciait maintenant pour ses soins, au lieu de simplement les attendre. Comment il s'enquérait de sa journée au lieu de seulement parler de la sienne. Comment il la regardait, non comme une servante ou une guérisseuse, mais comme une personne dont l'opinion importait, dont les sentiments étaient valides, dont la présence était devenue essentielle non seulement pour sa survie physique, mais pour quelque chose de plus profond. Et puis, un soir d'orage, alors que Catherine terminait les soins quotidiens, Henri prit sa main, non pour être examiné, non pour un traitement. Il tint simplement sa main avec délicatesse, comme si elle était une chose précieuse. « Merci, » dit-il simplement, « pour tout, de ne pas m'avoir laissé mourir seul, de m'avoir appris à être humain de nouveau. » Catherine ne retira pas sa main. Elle resta là, les doigts entrelacés avec les siens, tous deux conscients d'avoir franchi une ligne invisible, un seuil que ni la société ni la loi n'approuveraient. Mais dans cette chambre isolée, tandis que la pluie martelait les fenêtres et que le tonnerre secouait le ciel, rien de cela n'importait. Il importait seulement que deux âmes s'étaient rencontrées au lieu le plus improbable, au moment le plus impossible, et que quelque chose de vrai naissait entre elles. Et vous, qui accompagnez cette transformation, avez-vous déjà pensé à combien de vies pourraient être différentes si plus de gens avaient le courage de voir au-delà des barrières que la société construit? L'histoire d'Henri et Catherine nous rappelle que le vrai changement commence lorsque nous admettons nos fautes et choisissons d'agir différemment. Laissez-nous un commentaire. Croyez-vous que les gens peuvent vraiment changer même après une vie entière d'erreurs? Votre réflexion peut inspirer d'autres personnes qui ont besoin d'entendre cela aujourd'hui. Et si cette histoire touche votre cœur, abonnez-vous à la chaîne Les Secrets Oubliés pour ne pas manquer le dénouement de cette transformation extraordinaire. Activez la cloche, car l'acte 3 apportera des révélations qui vous surprendront. Le printemps de 1872
arriva au domaine Sainte-Croix de l'Espérance, apportant des fleurs aux jardins abandonnés de Béatrice et aussi la crise qui allait définir tous les destins. Henri s'était considérablement amélioré. Les tâches les plus anciennes avaient presque disparu sous 18 mois de soins dévoués de Catherine. La sensibilité était revenue sur presque toute sa peau. Il pouvait marcher dans ses propres appartements sans aide, pouvait tenir des couverts. Il pouvait, pour la première fois en 2 ans, voir dans le miroir un homme qui pourrait éventuellement retourner dans le monde. Mais cette amélioration apporta un dilemme dévastateur. Plus il s'améliorait, plus le jour approchait où il devrait affronter la société à nouveau. Et la société n'accepterait jamais ce qui était né entre lui et Catherine. Ce fut Père Antoine qui précipita la crise. Le vieux prêtre observait avec une gêne croissante l'intimité entre le baron et sa guérisseuse esclave. Un après-midi d'octobre, après la confession hebdomadaire, il confronta finalement Henri. « Mon fils, je dois vous parler avec franchise. Il y a des rumeurs dans la région à votre sujet et de cette esclave. Des rumeurs qui, si elles sont confirmées, détruiraient complètement votre réputation et toute chance de retourner à la société. » Henri sentit ses muscles se tendre, mais garda une voix calme. « Père, Catherine m'a sauvé la vie quand tous m'ont abandonné. Je lui dois tout. » « Le devoir de gratitude est une chose, » dit Père Antoine avec prudence, « mais certains disent qu'il y a des sentiments inappropriés, des sentiments qui violent non seulement la loi sociale, mais la loi divine. Et s'il y en a, Henri s'entendit dire, et ce fut comme sauter d'une falaise, sans savoir s'il y avait de l'eau en dessous. Et si j'ai développé des sentiments pour elle, des sentiments plus vrais que tout ce que j'ai ressenti pour Béatrice ou pour toute femme de ma propre classe? Le prêtre pâlit. Henri, vous ne pouvez pas être sérieux. Elle est votre propriété. C'est une simple esclave. Une relation serait non seulement scandaleuse, mais illégale. Vous seriez ostracisé. Vous pourriez perdre vos terres, votre position, tout. J'ai déjà tout perdu, père, répondit Henri avec une quiétude qui les surprit tous deux. J'ai perdu quand la lèpre m'a marqué. J'ai perdu quand tous m'ont tourné le dos et j'ai découvert que rien de tout cela n'avait autant d'importance que je le pensais. Ce qui importe, Catherine me l'a montré. Il importe de savoir comment nous traitons ceux qui dépendent de nous. Il importe de savoir si nous sommes capables d'un véritable changement. Il importe de savoir si nous avons le courage de faire ce qui est juste, même quand le monde dit que c'est faux. Père Antoine resta silencieux un long moment, luttant visiblement avec lui-même. Finalement, il dit « Je prierai pour vous, mon fils, et pour votre âme, car le chemin que vous choisissez ne mènera qu'à la souffrance. » Quand le prêtre sortit, Henri sut que le temps était écoulé. Bientôt, toute la région saurait. Bientôt, Lucien l'utiliserait contre lui. Il devait agir vite. Cette nuit-là, il appela le notaire de la ville et dicta des documents qui changeraient tout. Première lettre d'affranchissement. Catherine recevait la liberté immédiate et inconditionnelle, ainsi que la propriété de 10 hectares de terre aux limites du domaine. Deuxième lettre, Joachim et tous les 18 enfants de moins de 12 ans du domaine recevaient leur liberté. Troisième document, un testament révisé léguant la moitié de ses terres à la création d'une école et d'un hôpital pour les affranchis, administré par Catherine. Quand il eut terminé, c'était déjà l'aube. Henri scella les documents avec un cachet de cire rouge et attendit le matin. Quand Catherine arriva pour les soins matinaux, il lui remit les papiers. « Vous êtes libre, dit-il simplement. Maintenant, vous n'avez pas besoin d'attendre ma mort ou ma guérison complète. Vous êtes libre de partir quand vous le souhaitez. » Catherine lut les documents, les mains tremblantes, des larmes coulant silencieusement sur son visage. « Pourquoi ?» chuchota-t-elle. « Pourquoi faites-vous cela ?»« Parce que je ne peux pas vous aimer tant que vous êtes ma propriété, » répondit Henri. Et pour la première fois, il prononça à voix haute ce que tous deux savaient, mais n'avaient jamais nommé. « Parce que je veux que tout choix que vous fassiez soit véritablement le vôtre. Si vous décidez de rester, je veux que ce soit parce que vous le voulez,
pas parce que vous n'avez pas d'autre option. Catherine le regarda avec une expression qui contenait des univers, choc, joie, peur, espoir, amour. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, la porte explosa. Lucien entra, accompagné de 3 hommes de main, et étonnamment, du docteur Auguste. « Je le savais !» cria le régisseur triomphant. « Je savais qu'il se passait quelque chose d'impropre ici. Docteur Auguste, vous êtes témoin. Le baron est clairement dérangé, libérant des esclaves précieux, donnant des terres. Et tout cela à cause d'une obsession malsaine pour cette femme. » Le médecin semblait profondément mal à l'aise. « Baron, je dois admettre que vos actions sont discutables. Un homme dans votre état, souffrant d'une maladie si grave, pourrait ne pas être en pleine possession de ses facultés mentales. Peut-être serait-il préférable qu'une autre personne prenne temporairement la direction du domaine jusqu'à ma mort opportune, interrompit Henri. Et il y avait un acier dans sa voix qui n'existait pas avant la maladie. C'est ce que vous attendez, n'est-ce pas, Lucien, que je meure pour tout prendre par quelque manœuvre légale que vous avez déjà préparée? Lucien sourit, le sourire d'un prédateur qui voit sa proie acculée. Je n'ai pas besoin d'attendre votre mort, baron. Un homme déclaré mentalement incapable perd le contrôle de ses propriétés. Le docteur Auguste peut attester de votre folie. Libérer des esclaves sans raison, donner des terres, une relation inappropriée. Tout cela est la preuve d'un esprit malade. C'était un coup bien planifié. Si Henri était déclaré fou, tout ce qu'il avait fait serait annulé. Catherine retournerait à l'esclavage. Les enfants resteraient propriété et Lucien prendrait le contrôle. Mais alors, une voix féminine coupa l'attention. « Je ne crois pas. » Tous se tournèrent. À la porte se tenait la docteure Amélie Fontaine, une médecin progressiste de Saint-Vincent, qui avait étudié en Europe et luttait contre les préjugés pour exercer sa profession. Elle entra d'un pas décidé, suivie de Père Antoine et, étonnamment, de Madame Claire de Boisjoli, la matriarche de la famille voisine la plus influente de la région. « Docteur Auguste, » dit docteur Amélie avec une autorité froide, « je suis venu examiner le baron à la demande d'amis inquiets, et je dois dire que j'ai trouvé un homme en pleine possession de ses facultés mentales, et même plus sain d'esprit que la plupart des hommes que je connais. » Elle ouvrit une pochette et produisit un document. Un examen psychiatrique complet. Le baron est parfaitement lucide, capable et légalement compétent pour prendre ses propres décisions. Père Antoine s'avança, tenant son crucifix. J'ai lutté avec cela en prière toute la nuit, et Dieu m'a montré qu'il y a plus de courage à admettre son erreur et à changer qu'à maintenir des traditions injustes. Le baron fait ce qui est juste aux yeux du Seigneur, même si ce n'est pas aux yeux des hommes. Madame Claire, dont l'opinion avait un poids immense dans la société locale, acquiesça gravement. Mon mari a libéré nos esclaves l'année dernière. Nous leur payons un salaire juste maintenant, et savez-vous ce que nous avons découvert? Ils travaillent mieux, produisent plus, parce qu'ils ont une raison de s'investir. Henri n'est pas fou, il est en avance sur son temps. Lucien pâlit, voyant son plan s'effondrer. Mais la relation inappropriée, un seigneur et son esclave, c'est... Elle n'est plus esclave, interrompit Henri, se levant avec difficulté mais avec une dignité totale. C'est une femme libre, et si elle, de son propre gré, choisit de m'accepter, alors je demanderai sa main en mariage devant Dieu et les hommes. Peu m'importe ce que la société dit, peu m'importe si je perds ma position ou mon respect. J'ai appris qu'une vie sans amour véritable ne vaut rien, et que l'amour véritable vaut tout. Silence absolu. Puis Catherine parla d'une voix claire et ferme. « J'accepte, non parce que je dois, mais parce que je choisis. Vous m'avez montré que les gens peuvent changer, que même un système pourri peut avoir des hommes décents luttant pour le réparer. Et oui, je vous aime. J'aime l'homme que vous êtes devenu, pas le baron que vous étiez. » Ce fut Madame Claire qui rompit le silence suivant, applaudissant lentement. « Eh bien, c'est réglé. Alors, docteur Auguste, je suggère que vous révisiez votre diagnostic. Lucien, je suggère que vous cherchiez un emploi ailleurs. Père Antoine,
J'espère que vous aurez le courage de bénir cette union quand le moment viendra. » Le prêtre hésita, puis sourit pour la première fois. « Si Dieu peut transformer l'eau en vin, qui suis-je pour dire qu'il ne peut transformer la haine en amour, la maladie en guérison, le Seigneur en serviteur et le serviteur en compagnon? Je bénirai. » Oui. Lucien tenta encore de protester, mais quand il vit qu'il avait complètement perdu, il recula avec des menaces vaines et partit. Le docteur Auguste marmonna des excuses embarrassées et s'enfuit. Quand tous furent partis, seuls Henri et Catherine restèrent. « Vous vous rendez compte de ce que vous venez de faire ?» demanda Catherine, à moitié riant, à moitié pleurant. « Vous avez déclaré votre amour pour une ancienne esclave devant des témoins. Cela va causer un scandale dans toute la province. »« Qu'il en soit ainsi, » répondit Henri, l'attirant dans une étreinte qui, 2 ans plus tôt, aurait été impensable. « J'ai passé ma vie entière à me soucier de ce que les autres pensaient, et cela a failli me tuer. Vous m'avez sauvé non seulement de la lèpre, mais de la vie vide que je menais. Si le prix à payer pour cela est le scandale, je le paierai volontiers. » Dans les mois qui suivirent, le scandale arriva. Bien sûr, les vieilles familles rompirent leurs relations. Les invitations aux événements sociaux cessèrent, mais quelque chose d'extraordinaire se produisit également. D'autres propriétaires progressistes commencèrent à chercher Henri, voulant en savoir plus sur son système de travailleurs libres et salariés. L'école que Catherine établit avec l'argent qu'Henri fournit commença à enseigner non seulement aux enfants libérés, mais à tout enfant pauvre de la région. Joachim, le garçon qui posait des questions sur les étoiles, apprit à lire et à écrire, devenant éventuellement enseignant lui-même. Les techniques de guérison de Catherine furent documentées par Dr Amélie, contribuant à une compréhension médicale de la lèpre qui était des décennies en avance sur la science officielle. Et Henri et Catherine se marièrent lors d'une simple cérémonie dans la chapelle du domaine, avec Père Antoine bénissant une union qui défiait toutes les conventions, mais honorait quelque chose de plus profond, un amour qui transforme, qui guérit, qui rachète l'humanité perdue. La lèpre ne disparut jamais complètement. Henri porterait toujours des marques sur sa peau, des rappels physiques du voyage qu'il avait entrepris. Mais il voyait ses cicatrices avec gratitude maintenant, non pas avec honte. Elles étaient la preuve qu'il avait été brisé et reconstruit en mieux. Des années plus tard, lorsque le mouvement abolitionniste gagna en force en France, Henri et Catherine étaient en première ligne, témoignant qu'un changement était possible, que l'amour pouvait transcender toutes les barrières que la société construisait. Leur histoire fut racontée et recontée, parfois exagérée, parfois romancée, mais toujours porteuse d'une vérité essentielle, que la rédemption est possible, que le changement est un choix, et que parfois les plus grandes guérisons ne viennent pas des médecins les plus instruits, mais des mains de ceux que la société enseigne à mépriser. Le domaine Sainte-Croix de l'Espérance justifia son nom, devint littéralement un lieu d'espoir, où les esclaves pouvaient rêver de liberté, où les malades trouvaient la guérison, où l'amour impossible devenait réalité. Et tout commença avec un homme suffisamment désespéré pour accepter l'aide de la seule personne disposée à l'offrir, et une femme suffisamment courageuse pour voir l'humanité là où d'autres ne voyaient qu'un monstre. Et vous qui nous avez accompagnés jusqu'ici, d'où suivez-vous cette histoire de transformation et de courage? Commentez ci-dessous votre ville, votre pays, pour que nous ressentions cette incroyable connexion de personnes à travers le monde, touchées par le même message. Cette histoire vous a-t-elle appris quelque chose? Vous a-t-elle fait réfléchir sur les préjugés que nous portons, sur les secondes chances, sur le pouvoir de choisir le changement, même quand tout semble perdu? Laissez votre commentaire en partageant ce que vous retiendrez de ce voyage. Et si ce récit vous a ému, abonnez-vous à la chaîne Les Secrets Oubliés. Nous vous apportons chaque semaine des histoires réelles oubliées par l'histoire officielle, des histoires de gens ordinaires qui ont fait des choses extraordinaires. Activez la cloche pour ne rien manquer. À la prochaine histoire.